Bonjour à tous, Florence Condon-Bouvier, je suis la directrice du CIE de l'Hérault. Je suis ravie de voir autant de monde pour le lancement de cette nouvelle exposition que le CIE va accueillir dans ses locaux du 12 septembre, c'est-à-dire depuis aujourd'hui, jusqu'au 15 novembre. Nous, cette exposition, pourquoi on a décidé de l'accueillir, c'est qu'on relance aussi tout un travail de réflexion qui avait été engagé il y a une vingtaine d'années au niveau du CIE, autour d'habiter sans s'étaler. Et en fait, l'objectif, c'est de faire écho aux problématiques de densification, le fameux ZAN, zéro artificialisation nette, les questions propres à la sobriété foncière. Donc on a estimé que c'était une bonne introduction pour aborder de façon pérenne, au cours de ces prochains mois, voire années, la problématique de l'usage des sols et le rapport à l'homme et au mode d'habiter dans le cadre des suivis et des accompagnements aussi de collectivités. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là. Vous êtes nombreux, on est très contents. Ça fait maintenant 2 ans que cette expo est sortie. Et à chaque fois qu'on l'inaugure dans un endroit différent, il y a toujours beaucoup de monde et c'est vraiment très chouette de pouvoir échanger ensemble sur ces sujets qui nous concernent tous. Je crois que là c'est la 11e, ce que tu disais tout à l'heure. 11e lieu qui accueille donc Terre, Terrain, Territoire, exposition qui a été créée en partenariat, on va dire, avec le CAUE Rhône-Alpes et effectivement ANMA, qui n'est pas vraiment un collectif, mais qui souhaite fonctionner comme tel. Donc moi je vais faire juste une petite introduction sur un peu l'agence et pourquoi le sol et dans quel projet on a pu se poser quelques questions en lien avec le sol. Et puis Agrippa, lui, passera un peu plus de temps sur vraiment les clés de lecture de cette exposition. Rapidement, ANMA, c'est une agence en fait d'architecture et d'urbanisme et de paysage qui existe depuis plus de 10 ans. C'est initialement notamment Nicolas Michelin qui l'a fondée, on vient de là, et qui elle aussi a amorcé sa transition en évoluant. Et on a justement profité du fait que depuis sa fondation, la recherche a toujours été intégrée aux pratiques pour faire un pas de côté et prendre un peu de recul sur ce qu'on faisait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser à la question du sol, notamment parce que justement on mène des projets très pluridisciplinaires sur plein de thématiques différentes et beaucoup de projets urbains pour lesquels constamment on est pris dans une tension très forte que vous connaissez, à la fois répondre à un besoin de logement réel, un besoin de logement pour tous. Chacune des métropoles a des problématiques pour loger les soignants, les enseignants, enfin tous ceux qui font que la société fonctionne. Et en même temps, réussir à préserver évidemment les ressources naturelles, notamment celles qui sont prodiguées par le sol. Et donc c'est constamment cette tension dans laquelle on est pris qui nous a mené à ces premiers questionnements sur le sol. Lausanne, vous en parliez tout à l'heure, cette question de la sobriété et de la raréfaction du foncier. Donc, ce sujet-là, on a souhaité le prendre peut-être moins par le point de vue de la surface, de la quantité, que celui justement de la qualité. Dans nos projets, dans nos réflexions, dans nos échanges, on voit bien que la ville aujourd'hui, c'est pas seulement la ville d'un côté, les espaces naturels protégés de l'autre, mais au contraire une demande d'imbrication extrêmement forte qui vient de plus questionner vraiment notre rapport justement à la nature comme quelque chose, comme un véritable milieu dans lequel on s'insère plutôt qu'une juste quelque chose qu'on vient poser à côté de son logement pour que ce soit joli. C'est vraiment à partir de là qu'on est parti sur la notion de sol en tant que socle commun, condition d'existence. Ce qui est intéressant, c'est que, en tant qu'urbaniste architecte, on n'est pas forcément formé à ce que c'est que le sol, si ce n'est peut-être dans ses caractéristiques les plus contraignantes physiques, pour porter des fondations foncières, mais c'est un domaine qui évidemment a été exploré énormément par nombreux scientifiques, tout un domaine à s'approprier, donc que ce soit en géographie,
en pédologie, évidemment en écologie, parce que ce qui est le plus intéressant dans le sol, c'est qu'évidemment, c'est une question de temporalité. Hein, c'est un temps extrêmement long pour créer ce qu'on appelle un sol vivant. Et en plus, il est support justement de ce vivant qui fait complètement exploser les notions avec lesquelles on travaille, que ce soit la question du parcellaire ou les questions administratives politique de limite administrative. Pardon. Donc, le sol, condition de notre existence, socle commun, qui la plupart du temps est travaillé comme quelque chose de, comme une surface sur lequel, en tout cas pour les projets urbains, il s'agit de valoriser en fait un foncier. Les architectes se sont intéressés à la notion de sol depuis aussi plusieurs dizaines d'années. On voit notamment les dystopies qui sont sorties dans les années 70, plutôt une fois de plus sur une question de surface plutôt que d'épaisseur, mais qui vient là aussi re-questionner cet rapport de socle commun pour la ville. Et aujourd'hui, on voit émerger une nouvelle réflexion vis-à-vis du sol, cette notion d'appartenance à un milieu beaucoup plus large. Donc nous, on vient vraiment s'insérer en fait, dans ce type de réflexion, qu'elle soit menée par des philosophes, Bruno Latour en premier, mais évidemment aussi des paysagistes, des architectes, qui nous permet, à partir du sol, de re-questionner notre rapport plus global à un milieu. Donc juste 3 petits exemples de projets, pas tant par rapport à des solutions qu'on propose, mais plutôt par rapport à des questionnements sur comment mieux intégrer la notion de sol dans les projets. Un premier qu'on a mené il y a déjà pas mal de temps, on a commencé en 2015, donc il y a presque 10 ans. C'est que des vieux projets que je vais vous montrer, on est une vieille agence. Et justement, c'est ça, juste ce que je disais au début, l'un des points de départ de cette réflexion, de cette exposition, c'est aussi faire un pas de côté, prendre du recul par rapport à ce qu'on a pu produire et nos façons de travailler. Ici à Bordeaux, donc dans un site au nord de la métropole qui s'appelle La Geneviève, qui est typique en fait un peu des poubelles qu'on a pu créer avec des remblais issus des différents projets à travers la ville, donc un sol entièrement artificialisé quasiment sur plus de 100 hectares. Vous voyez une carte en fait là, 2017 qui montre en fait tout simplement en fait des différences de topographie avec les parties vertes les plus basses, les parties foncées rouges les plus hautes. Il y a des différences de plus de 6 mètres qui sont en fait constituées des remblais qui ont été réalisés dans les 70-81 pour créer toute la zone autour. Et évidemment, ces remblais, c'est tous les déchets, énormément de déchets, donc énormément de pollution. Et juste un premier point de départ sur la nécessité justement d'inclure en fait, dans nos réflexions en amont du projet toute une analyse de sol assez précise, assez profonde pour pouvoir déterminer un peu plus finement les usages possibles en lien avec cette constitution extrêmement hétérogène et surtout abîmée du sol. Ça, c'était juste un peu rapidement. Parmi les projets où il s'exprime le plus fortement ce besoin de réfléchir sur la notion de sol, c'est sur les territoires soumis au risque naturel. Là, c'est un exemple à Toulon. Vous voyez entouré en noir là, le site de projet qui est un grand campus. Toulon, qui est une ville extrêmement dynamique, qui a donc un besoin extrêmement fort de logement, mais également un territoire soumis à des très forts risques naturels et encerclé une forte topographie, montagne, donc un foncier extrêmement contraint. Et ici, la réflexion sur les sols, elle permet en fait de se projeter, d'aider la métropole à se projeter pour garantir l'habitabilité de son territoire dans le futur. Ici, le sol, il nous a surtout aidé à essayer de changer les pratiques de tout un tas d'acteurs qui réfléchissent à cette notion de risque, donc comment limiter le risque
avec des solutions techniques assez brutales. Et ici, justement, ce qu'on a pu proposer, c'est de réussir à faire évoluer la façon de considérer ces risques pour être au service, justement, d'une habitabilité future beaucoup plus possible, on va dire. On est sur un site, je disais, aux confins de la métropole, qui était hier un site agricole qui permettait de drainer l'ensemble de l'eau qui tombait des montagnes, et qui s'est complètement urbanisé de manière très anarchique et sauvage, en immense zone commerciale et industrielle, qui aujourd'hui justement ne joue plus du tout son rôle d'infiltration et de drainage de l'eau. C'est un campus qui s'est créé dans cette zone-là centrale et qui a été du coup le théâtre très triste de morts liées à des inondations, et on est venu nous appeler pour justement trouver des solutions d'aménagement qui permettent à la fois de revaloriser ce campus et en même temps de réduire les risques. Là, on a dû échanger avec tout un tas d'acteurs qui souhaitaient faire des bassins enterrés, canaliser l'eau, mettre des barrières, complètement effacer justement la présence de l'eau pour pouvoir mettre plus de voitures, etc. Dans un système, vous avez vu, plein d'autoroutes. Et on a réussi, avec force, dialogue et échange, à essayer de considérer que les solutions n'étaient pas justement de cacher cette eau, mais de la révéler, de la mettre au service d'un site qui pouvait être du coup jouer le rôle d'un véritable parc, et donc demain pouvoir envisager la mutation plus globale de ce site industriel et commercial en lieu qui pouvait demain accueillir plus d'habitat et de mixité grâce à cette nouvelle habitabilité justement. Donc tout un travail sur justement le sol, l'intégration là aussi d'équipes pluridisciplinaires expertes sur le sol, permettant aussi de travailler sur la question des remblais, des blés en amont et de tout l'usage qu'on pouvait en faire, parce qu'évidemment révéler le sol, c'est aussi très souvent déblayer et créer ces remblais dont je parlais l'autre fois, au lieu d'aller les poser sur des sites comme des poubelles, réussir à les travailler sur place. Dernière notion liée au sol qui nous a beaucoup bouleversés, pas mal percutés même, c'est aussi à quel point aujourd'hui il y a toute une réappropriation démocratique sur les usages du sol. Vous devez bien connaître ça. Nous, on l'a vécu à Dijon, sur le site des Lentillères, qui est un ancien site qui abritait des abattoirs, un site qui a fait l'objet d'un grand concours dont on a été lauréat en 2010, qui répondait une fois de plus à un besoin très important et très urgent, notamment en logements sociaux, et qui a fait l'objet assez rapidement en fait, d'une réappropriation et d'une lutte pour préserver en fait, toute la partie qui se situe ici à l'ouest du site en espace maraîcher cultivé. On appelle aujourd'hui les Lentillères, qu'eux-mêmes aimeraient renommer la ZEC, c'est la zone d'écologie communale, comme une nouvelle zone dans le PLU possible. Toute une réflexion intéressante sur justement ce que représente ce bien commun en tant que sol cultivé au sein même de la ville. Et là, ici, du coup, toute la réflexion, ça a été plutôt par le sol, par effectivement sa capacité agronomique à accueillir ce type d'usage, avec une réflexion aussi avec la municipalité là-dessus, et par l'analyse aussi de ce qu'ils avaient été capables de mettre en place sur site, que ce soit en termes de culture, mais aussi de lieux d'accueil, de lieux collectifs, de lieux de vente et productifs, de réintroduire tout cela dans un projet plus global. Voilà, donc, juste pour dire que si je parle de Dijon, c'est que cette réappropriation démocratique bien nécessaire met le sol au centre d'un débat, qu'il est plus que nécessaire de se saisir quand on est justement à la manette de projets, parce qu'aujourd'hui les projets se bloquent, ne se construisent plus, ne se développent plus, et c'est absolument nécessaire de pouvoir apporter aussi une connaissance
sur justement la qualité de ce sol, sa capacité à recevoir des choses différentes que seulement justement du logement, des besoins d'équipement, etc. Mais au contraire, les services qu'il peut rendre, que ce soit pour résorber des risques, répondre à des besoins de production agricole, que ce soit voilà, tout un tas d'autres services au sein de la ville pour nourrir le dialogue, débattre ensemble et choisir ensemble de la destination de ces sols. Je vais passer tout de suite du coup la parole à Agrippa qui va vous exposer un petit peu plus comment toutes ces questions qu'on a pu traverser depuis 10 ans se sont un peu formalisées sous la forme d'une exposition. Merci Mélusine. Moi je vais rentrer un peu plus sur le propos de l'exposition et en fait essayer de vous raconter un peu la démarche qui est celle d'une agence d'architecture et d'urbanisme et globalement d'architectes urbanistes qui se questionnent sur leur métier et qui essayent de faire effectivement, comme disait Mélusine, un pas de côté et en essayant d'absorber d'autres données et d'autres disciplines. Ce qui est intéressant avec cette exposition Terre-Terrain de Territoire, c'est qu'on a fait une collaboration, ça a été un espace qui est quand même assez rare dans la vie d'un professionnel, je pense, de pouvoir en fait dialoguer avec des économistes, avec des professionnels du droit, de l'urbanisme, des politiques, des géologues, des pédologues, des écologues, etc., pour un peu re-questionner notre pratique et notre manière de concevoir le projet. Donc la question du projet, comment le sol peut devenir un élément du projet, et aussi, c'est, je pense, un élément central dans cette exposition, c'est en fait de contrer une espèce de machine économique en fait, qui se déroule et qui fait que aujourd'hui, c'est pour ça que la valeur est au cœur de l'exposition, on peut en fait questionner cette question, questionner cette notion de valeur foncière et de valeur économique du sol, qui aujourd'hui est au cœur en fait d'une espèce de blocage. C'est une manière de voir les choses, mais blocage de cette transition écologique à laquelle on aimerait aller. Mais en fait, nous, en tant qu'architecte urbaniste, on est au cœur de projets où en fait on dialogue avec des collectivités, avec des promoteurs immobiliers, avec des aménageurs, etc., qui ont des objectifs économiques, qui ont un bilan. Et en fait, nous, effectivement, notre travail, il consiste souvent à fabriquer des scénarios, des futurs possibles pour un territoire dans lequel on va associer des projets. Par exemple, est-ce que sur ce quartier on va créer un parc? Est-ce qu'on va pouvoir garder cet espace vert? Est-ce qu'on va pouvoir imaginer de l'agriculture, etc. Et en fait, on peut associer ça, souvent on associe ça à des bilans économiques. Et effectivement, c'est un rouleau compresseur, parce que quand on associe un scénario à un bilan économique, bien entendu que faire un parc, ça coûte extrêmement cher, de se permettre de construire des maisons, des petites maisons sur 2 étages au lieu de 7 étages, c'est pas du tout les mêmes rendements économiques. Et donc cette question économique, elle est au cœur à notre avis, de cette manière dont on pourrait en fait d'envisager cette transition écologique et économique. Donc voilà, l'exposition en fait, elle a vraiment pour enjeu de décortiquer la question de la création de la valeur foncière et de lui adosser une autre, et questionner la valeur en disant mais qu'est-ce qu'il y a comme autre valeur dans le sol, les valeurs entre guillemets écologiques. Et donc là il y a tout un thème qu'on a essayé de développer sur les fonctionnalités écologiques à partir de savoirs experts, de scientifiques sur le sujet, et on a essayé en fait de créer des outils, c'est d'ailleurs un des travaux qu'on essaye de faire à l'agence pour objectiver les choses, des outils pour comprendre qu'est-ce que c'est que la valeur de tel type de sol et de tel type de sol, pour qu'on puisse prendre en compte cette valeur en face d'une valeur économique. Après vient une question de comment on intègre cette valeur dans l'économie, mais là c'est des questions un peu plus complexes qu'on ne va pas résoudre. Je finis juste sur cette slide en disant, voilà, ça c'était effectivement l'accrochage qu'on a fait, c'est le premier accrochage qu'on a fait de l'exposition au CE de Rhône Métropole en 2022. C'est à peu près la même exposition que vous allez trouver ici. Voilà, et depuis il y a eu tout un cheminement, hein, je vais être très rapide, il y a eu effectivement 11e accrochage, il y a eu ce livre qui a été fait, vous pouvez l'avoir dans la librairie, je ne me
me rappelle pas le nom, je suis désolé. Sorens. Voilà, effectivement, on capitalise, enfin, c'est tout un thème de recherche qui nous intéresse, sur lequel on veut continuer à travailler. Donc je continue. Là, je fais un petit peu de sémantique et d'étymologie. C'est intéressant. L'exposition, elle s'appelle Terre, Terrain, Territoire. Et là, je vais rentrer un peu sur les deux termes, terrain et terre. Je trouve ça assez intéressant, c'est comme ça qu'on commence le livre d'ailleurs, de voir en quoi, en fait, ça raconte beaucoup de choses, en fait, sur la manière dont on conçoit le sol, finalement, et différentes manières de l'appréhender. C'est un peu un des fondamentaux de cette exposition. Donc le terme terre vient de terra en latin, qui exprime à la fois la terre, donc la planète, et aussi la matière. Donc c'est en gros une espèce d'extraction de cette matière, expression d'un bout de la terre. Et le terrain vient de ager, de l'agriculture. Et ça c'est hyper intéressant. C'est le même mot en latin qui dit l'agriculture et le terrain. Et ça en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, à l'époque, la valeur du sol était extrêmement liée à sa valeur agricole. Et d'ailleurs, on peut regarder, si on regarde dans l'histoire de la France et de l'Europe en général, les villes se sont développées là où il y avait de la valeur agricole. C'est là, dans les grandes plaines sédimentaires en France, le bassin de Toulouse, le bassin parisien, c'est là où il y a les deux grandes capitales, voilà, depuis toujours. Donc en fait, la valeur, la fertilité du sol était quelque chose d'extrêmement important et qui était extrêmement lié, effectivement, à l'urbanisation. Et ensuite, avec le temps, on va dire que les choses sont un peu changées. Et maintenant, ce qui fait la valeur d'un sol, c'est beaucoup plus la question économique, de la valeur foncière, de la valeur de ce qu'on va pouvoir vendre comme surface de plancher en termes de logement, etc. Il y a eu des périodes où c'était les bureaux, maintenant, c'est surtout le logement qui fait effectivement de la valeur foncière. Bon. Et donc, on peut arriver à une espèce de paradoxe. On a eu cette discussion à l'école d'architecture de Nantes, on a été invité sur le thème du paradoxe. Et on peut exprimer une sorte de paradoxe de la valeur du sol aujourd'hui dans notre société, où on a conscience que pour faire cette transition, ce que je disais, on a besoin en fait, du sol qui est l'élément premier de tous les milieux vivants sur la planète. Et donc, sa valeur en termes écologiques est extrêmement importante, mais la valeur économique du sol est liée effectivement à cette constructibilité. Donc on est face à un paradoxe, où on est un peu bloqué dans cette situation, où on a conscience qu'il faut qu'on change, parce que, en fait, si on veut résorber les inondations, si on veut planter des arbres, si on veut manger, etc., on a besoin de ces sols, et on a besoin de les connaître et de les valoriser. Mais en revanche, ce qui fait de l'argent, et ce qui fait qu'il y a des décisions économiques et politiques, du coup, parce que l'économie et la politique sont souvent liées, hein, et ben voilà. Du coup, effectivement, on est dans cette forme de paradoxe. Et ce paradoxe, on l'a essayé de l'exprimer dans cette opposition, dans l'exposition, entre ces deux couleurs, donc la couleur bleue et la couleur orange. C'est vraiment une des thématiques de l'exposition. C'est la couleur bleue correspond à la vision en terrain, donc le bleu c'est voilà, ce foncier, cette valeur économique, et le orange c'est la notion de vie, de vivant, et donc la valeur écologique du sol. Et en fait, tout notre code graphique de l'exposition, on a eu tout un travail sur la manière dont on représente le sol, il est lié à ça. Donc dès que vous voyez du orange, c'est-à-dire qu'il y a de la vie dans nos groupes, et quand c'est désaturé, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Et donc ça, c'est aussi très important dans la manière dont on peut comprendre par la lecture du coupe ou d'un plan ces éléments. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, ça c'est un site de projet, Saint-Nazaire, qui a été aussi assez important dans la fabrication de cette exposition. On a tiré plein d'éléments en fait de ce cas-là. Si vous voulez, c'est une étude qu'on a faite pour la collectivité de Saint-Nazaire, enfin pour l'agence d'urbanisme de Saint-Nazaire, où en fait il y a un vrai sujet de submersion marine dans le futur, où donc, la collectivité a acheté des fonciers dans le centre de la ville qui demain risquent de se retrouver sous l'eau, mais à une temporalité assez longue. Et nous, une des premières choses qu'on a faites, effectivement, c'est d'essayer de considérer la question du sol, parce qu'effectivement, sur ce territoire-là, en fait, la photo que vous voyez, c'est le marais de Brière. C'est un peu l'équivalent de la Camargue côté Loire, quoi. C'est le plus grand marais de France qui a reçu pendant des millions d'années l'eau de l'océan et qui a été coupé par cette petite partie du foncier qu'a acheté effectivement la collectivité de Saint-Nazaire. Et donc, on a eu toutes ces discussions sur comment on refait venir l'eau sur le marais de Brière à long terme, ce qui pose énormément de questions, on ne va pas aller là-dedans. Mais du coup, on s'est rendu compte que dans ces scénarios dont je vous parlais, où en fait on doit
dire bah, est-ce qu'on urbanise, est-ce qu'on n'urbanise pas, on associe ça à un coût économique, et bien entendu, le coût économique de dire on a dépensé des millions d'euros pour acheter des fonciers et ensuite on va les redonner à la nature, c'est une décision politique très dure à prendre. Et c'est pour ça qu'on a créé cet indicateur là sur le territoire de Saint-Nazaire pour comparer cette question économique à une question écologique. Et donc là, on compare, là, dans ce dessin-là, vous pouvez trouver ça dans l'exposition, 2 terrains de Saint-Nazaire, un terrain de ce marais de Brière où il y a plein de vers de terre, où il y a plein de vie, etc. Il y a de la tourbe. C'est des terrains qui sont fabriqués sur des millions d'années, qui ont une vraie valeur écologique et qui pourront permettre aussi à la ville d'être résiliente à la submersion. Et un terrain en ville, qu'est-ce qui se passe quand on construit en ville, qui a une énorme valeur foncière, c'est la valeur bleue, mais par contre, en termes d'écologie, on est très très bas. Voilà, c'est une manière d'avoir d'autres indicateurs pour dire à un politique ou à des acteurs locaux qu'il y a d'autres prises de décision que cette question économique. Voilà, la deuxième chose dont je voudrais effectivement vous parler, c'est la question de la représentation. La représentation du sol, c'est un des éléments importants de l'exposition. Comme on est, nous, architectes, on travaille sur des coupes assez classiquement, et je trouve qu'un élément intéressant, c'est de se dire on va essayer de travailler avec d'autres disciplines, donc ce que je disais, des pédologues, donc les sciences du sol, les géologues, etc., etc. Mais toute la question, ça a été de dire comment est-ce qu'on prend leur savoir et leurs connaissances et on les amène dans notre dessin d'architecte, qui a quand même cette qualité d'être un dessin qui parle. On a quand même cette capacité, les architectes, à fabriquer des images qui peuvent parler. Et donc, voilà, on a essayé de faire cet exercice-là. Donc, effectivement, la slide d'après, elle montre ça. C'est une coupe d'un concours qu'on avait gagné, une école à Mainvilliers, où on voit effectivement que cette ligne du sol, traditionnellement, dans notre manière de représenter le sol, c'est une ligne noire épaisse. Mais c'est quelque chose qui change. Il faut savoir effectivement que maintenant, dans les écoles d'architecture, on apprend à dessiner ça et on voit que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Mais du coup, voilà, on allait chercher, là je montre cette image d'une coupe géologique, on allait chercher des savoirs du côté de la géologie, donc c'est une autre échelle, il y a aussi une notion d'échelle, on est plutôt sur l'échelle du territoire. Ce qui est intéressant avec la question de la géologie, c'est en quoi il y a une relation entre un socle géologique et un type de paysage. Là, par exemple, le travail qui a été fait là sur toutes les terres de l'Hérault montre, si vous connaissez bien, entre les plateaux du Larzac, les bassins sédimentaires ici, etc., on a une histoire géologique spécifique qui raconte un paysage extrêmement différent. Voilà. Donc, le lien entre le territoire, le paysage et la géologie est quelque chose d'assez central. Tous ceux qui font la géomorphologie le savent, les rigides médriques, etc. Et donc nous, dans l'exposition, on s'est appuyé sur le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minier, pour nous apporter des données là-dessus et les représenter. C'est les grandes coupes que vous voyez là et que vous voyez à d'autres niveaux. Ensuite, on a la question de la pédologie et de la représentation qu'ont les pédologues du projet. Et là, on est sur une autre échelle, on est sur l'échelle du sol, donc on est plutôt à l'échelle, quelque chose de très zoomé, et on voit que c'est intéressant, la manière dont on représente le sol des pédologues est un peu proche de celle des géologues, mais elle est différente quand même. C'est encore un autre modèle. C'est un peu le problème, c'est que chacun dessine les choses et les comprend de manière différente. Nous, on a essayé effectivement de se dire comment on peut arriver à une manière de représenter le sol un peu générique, qui soit pas trop mauvaise en termes scientifiques de ce que ça veut dire, qu'un scientifique pourrait comprendre, mais que vous et moi et vous pourrez aussi comprendre. Donc voilà, ça a donné ça. Donc cette légende des sols qui fait partie du bouquin, qui c'est quelque chose qui a été fait après, mais c'est vraiment cette manière dont qu'on a utilisé pour représenter l'ensemble des projets et cas d'études dans l'exposition. Et voilà, ce que je vous disais, c'est ce orange fort là, c'est vraiment le vivant dans le sol, donc c'est les premières couches d'humus que vous voyez dans le sol. Ensuite, vous avez toutes les parties qu'on appelle les sédiments, et là en fait on a classé ces sédiments selon leur taille, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour comprendre un sol, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a comme trous dans le sol, c'est les trous du sol qui fabriquent l'espace où il y a l'air, l'eau, la vie, l'eau, etc. Et en fait, plus on est sur des argiles, moins l'eau passe, plus on est sur des graviers en bas, plus l'eau passe, etc. Donc, voilà, là c'est une manière de représenter ces différents types de sols et de manière un peu pédagogique pour comprendre toutes ces caractéristiques. Et voilà, ensuite, l'objet auquel on arrive, c'est ça, c'est une espèce de coupe qui mélange l'architecture, donc les fondations aussi, et la manière dont on a travaillé le sol pour fabriquer le projet.
Et là, cette coupe, elle raconte aussi ça, c'est-à-dire que finalement, quand on crée un bâtiment, effectivement, il faut avoir conscience qu'on fait un gros trou quand même autour, et qu'il y a une fondation à un moment qui vient, est-ce qu'elle vient, à quelle profondeur elle vient, comment est-ce que je gère l'eau qui vient au pied de façade, comment est-ce que j'interagis. Et tout ça, finalement, est assez intéressant pour le projet architectural, parce que on voit bien qu'on a envie de vivre dans un milieu où on va s'ouvrir sur des arbres, etc. Et en fait, cette cohabitation entre l'architecture, la manière d'habiter, les milieux vivants qui sont autour, la manière de gérer l'eau, tout ça, tous ces cycles, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à les représenter ensemble. Et ça, c'est une dernière chose, c'est un extrait des vidéos que vous pourrez voir dans l'exposition, où en fait on a bien cette alternance entre la grande coupe du territoire, là ici Saint-Nazaire, on a travaillé avec un graphiste d'ailleurs sur tout le fond, on a cette échelle de la géologie, on a l'échelle qui raconte là, en l'occurrence, comment la Loire a déposé des sédiments pendant des millions d'années, etc. Et puis l'échelle du sol, qui est dans ces petites bulles. Et en fait, toutes ces choses-là sont en lien, l'échelle du sol, l'échelle du territoire, de la terre, le terrain et le territoire. Moi j'en ai fini. Après, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est effectivement qu'on puisse échanger. À chaque fois qu'on a fait ces conférences, on en a fait beaucoup d'ailleurs avec Mélusine, c'était hyper intéressant parce que dans chaque territoire, ces questions de sol, elles se répercutent sur des manières différentes. Et voilà, donc la parole est à vous. Juste avant, je fais ça un peu à l'envers, mais pour les présentations, c'est Agrippa donc, a vraiment coordonné en fait, toute la naissance de cette expo avec également Émile qui est dans la salle, qui est au Volecom à l'agence. Voilà. C'est juste important pour les scientifiques au départ. Et moi qui suis donc associée en urbain à l'agence. Merci à vous.